Et à la une ce soir, les Léopards sont à Lubumbashi. Le dernier entraînement a eu lieu. Demain 14h, heure de Kinshasa, notre 11 national affronte la sélection nationale de la Tanzanie pour les éliminatoires Qatar 2022. Le Premier ministre les a encouragés avant de quitter la capitale. La RDC signe son grand retour dans l'Union postale universelle, décision de congressistes réunis à Abidjan dans le cadre des travaux du 24e congrès. Le banc syndical conditionne la levée de la grève par le départ du directeur général intérimaire de la RTNC. Freddy Moulumba brise le silence. Il ne s'explique pas le changement brusque des revendications des employés. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, le chef de l'État est arrivé à Rome aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va participer au forum sur l'économie mondiale qui s'ouvre le vendredi à Milan. Demain, il sera reçu au palais présidentiel. C'est par l'aéroport de Rome-Ciampino que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef de l'État vient participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti qui s'ouvre à Milan consacré à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce jeudi au palais du Quirinal, le palais présidentiel italien pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Quirinal, ce rendez-vous reste historique et hautement symbolique et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations de coopération et d'intérêts communs. Établies depuis le XVIIe siècle à travers le royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considération mutuelle. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarné par son 5e président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images en cette période de pandémie de Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, le président de la République démocratique du Congo prépare aussi sa participation au sommet du G20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Tant que l'ennemi ne sera pas mis totalement hors d'état de nuire, il va créer des spectacles pour faire parler de lui. C'est l'analyse du ministre d'État à la Défense nationale au cours d'une séance d'évaluation de l'état de siège. Georges Frédéric Ndibou. Les plus hauts responsables des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise réunis autour d'une table pour évaluer l'évolution de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans une réunion présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga. Les aspects opérationnels, administratifs et sociaux ont été passés au peigne fin en vue de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Mais où en sommes-nous avec l'état de siège? Le ministre de la Défense nationale répond en ces termes. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'état de siège signifie que nous sommes en guerre contre un ennemi. Quand vous êtes en guerre contre un ennemi, l'ennemi change de stratégie. Nous aussi, vous êtes obligés de changer. Ça signifie que tant que l'ennemi n'est pas totalement mis hors d'état de nuire, il y aura toujours des aspects spectaculaires qu'il va réaliser et qui donneront l'impression à l'opinion que l'état de siège ne fonctionne pas. Mais quand vous faites une évaluation objective, vous allez vous rendre compte que entre l'avant-état de siège et la situation actuelle, il y a une avancée. Et puisqu'il faut le dire, entre l'avant l'état de siège et pendant l'état de siège, la situation s'est améliorée dans bien des aspects. Signalons que l'Assemblée nationale vient de proroger pour la 7e fois consécutive l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de la recherche du retour définitif de la paix dans ces deux parties du pays.
Retour sur le terrain. Dans 60 jours, Bunia va avoir des entrepôts d'armement. Le gouverneur militaire redoute des accidents dus aux engins explosifs. Johnny Luboya l'a dit lors de la pose de la première pierre pour la construction des entrepôts d'armement. Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est sur ce site de Bunia, dans la province de l'Ituri, en état de siège, que seront construits des entrepôts de stockage des produits explosifs par la société Afridex. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, en a posé la première pierre de construction en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Johnny Luboya a circonscrit le cadre de cet événement. Dans ce contexte, la présence d'Afridex est une garantie pour retracer, gérer, conserver et stocker les produits explosifs à haut risque et stratégiques qui ne doivent pas tomber entre les mains des hors-la-loi, des criminels ou autres terroristes au risque de mettre en péril la sécurité des personnes et leurs biens. Les travaux de construction de ces ouvrages vont prendre 60 jours et la sécurité des personnes et de leurs biens assurée face à ces engins. Nous avons la lourde mission de décourager et de la manière la plus virulente et par des actions concrètes la contrebande qui a élu domicile dans cette partie du pays par certains compatriotes malveillants. Que les produits explosifs soient utilisés à des fins industrielles ou militaires, ils doivent nécessairement répondre à des normes strictes de sécurité dont l'application et les contrôles sont assurés par Afridex. La loi sur la prorogation de l'état de siège est en route vers le bureau du président de la République pour attendre sa promulgation. Sur 109 sénateurs, 82 ont voté oui après le vote de l'Assemblée nationale. Cet exercice a eu lieu par visioconférence. Sandra Nyangita Bouguelor Kimpianga. Dans le souci d'encourager le gouvernement dans sa volonté de pacifier et mettre fin à l'existence des groupes armés qui sèment l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Sénat vient d'autoriser pour la 7e fois la prorogation de l'état de siège proclamé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était au cours de la plénière en visioconférence ce mercredi 1er septembre, présidée par le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres ont pris part au vote, 82 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé au Nord Kivu et en Ituri en République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. À en croire le speaker de la Chambre haute du Parlement, les discussions vont se poursuivre à d'autres occasions avec les membres du gouvernement pour permettre aux sénateurs de s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur terrain dans les zones concernées par cette décision. Signalons que la plénière a observé 1 minute de silence en mémoire de Gabriel Kyungu-Akumwanda, un acteur majeur au sein de l'Union sacrée de la Nation et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé le 21 août dernier en Angola. Notons par ailleurs qu'une forte délégation des sénateurs va représenter la Chambre haute à ses obsèques dont le nouveau programme sera connu incessamment. Je rappelle l'heure du match de demain, 14h, heure de la capitale. L'équipe nationale arrivée à Lubumbashi tôt ce matin va croiser le fer avec l'équipe tanzanienne. Le moral de notre 11 national est haut. Les joueurs ont été encouragés par le Premier ministre avant le départ hier. Pati Tondwango Kizunda. Éliminatoire du Mondial Football Qatar 2022,
Les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le jeudi 2 septembre l'équipe tanzanienne au stade Kamalondo de Lubumbashi. Avant les départs des 11 nationales pour le Haut-Katanga, le Premier ministre leur a offert un dîner au Fleuve Congo Hotel. Une façon pour Jean-Michel Samalukonde Kyenge d'encourager les Léopards de la République démocratique du Congo et de leur rappeler les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à porter haut l'étendard du football congolais. Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par son Excellence Monsieur le Président de la République au capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces léopards. Ces léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et ces léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert. Et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. En tant que chef du gouvernement et ancien ministre des Sports, le chef de l'exécutif national a voulu bien avant s'assurer du bon déroulement des préparatifs de ces matchs. Il a donc dépêché son directeur de cabinet au stade Tata Raphaël. Et tout s'est déroulé en présence du ministre des Sports, Serge Kondé. Les matchs se jouent à 14h, heure de Kinshasa, et 15h, heure de Lubumbashi. Faire de la RTNC un média puissant d'Afrique et aussi la rajeunir, ce sont les défis du ministre des Médias et de la Communication. Patrick Mouyaya Katembwe l'a redit hier au cours du point de presse qu'il a co-animé avec sa collègue de la Justice. On écoute. Pour le ministre de la Communication et Médias, je termine. Vous avez évoqué la question de la RTNC. Plusieurs personnes m'ont demandé de vous dire tout ce qu'on attend, c'est la restructuration de la RTNC pour qu'il y ait finalement des grandes lignes qui seront posées. Et pour le redressement, donc il faudrait un changement de fond en comble, puisque je suis aussi population congolaise et tout le monde n'attend que ça. Ad intérim aussi en RDC, ça peut prendre 5 ans, mais ça n'aide pas à avancer dans le redressement. Vous avez des ambitions pour la RTNC apparemment. Vous avez vu que dans le programme du gouvernement, il est écrit clairement que nous allons moderniser les médias publics. La RTNC, l'ACP et le Renatelsat. Tous les services qui sont sous ma tutelle seront modernisés parce que la République démocratique du Congo rentre dans une phase où on veut changer les narratifs. Nous avons perdu l'initiative sur la communication de notre pays. Ce sont les ONG. Ce sont les ONG et certains laboratoires qui parlent plus que nous. Leur voix est entendue plus que la nôtre, parce que nous étions dans un contexte qui était celui-là. Aujourd'hui, le point de départ du changement du narratif, c'est nos médias publics. C'est la RTNC et l'ACP. Pourquoi pensez-vous alors que nous avions demandé à l'Inspection générale de finances de venir enquêter à la RTNC? Parce que nous devons être en mesure de savoir comment les finances fonctionnaient, comment la structure était organisée, qui sont payés. Les collègues du gouvernement, la plupart, pour certaines activités, ils payent, mais est-ce que ça rentre dans la caisse? Est-ce qu'il y a de la transparence? C'est la question à laquelle l'IGF va répondre et que par la suite, nous avons un plan de modernisation qui a déjà été approuvé par, que ce soit le président ou le Premier ministre. Il y a une volonté de faire de la RTNC un média puissant au cœur de l'Afrique. Mais pour y arriver, il y a des efforts qui doivent être faits, notamment en ce qui concerne le personnel. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un programme de rajeunissement, mais il faut qu'il y ait un programme de formation parce que le média au XXIe siècle ne peuvent pas fonctionner comme ils fonctionnaient il y a 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, il y a des efforts de modernisation qui sont en cours et la situation de la grève nous permet de nous rendre davantage compte des défis que nous avons comme gouvernement ici au sein de la RTNC et nous y arriverons. Toujours autour du média public, le banc syndical conditionne la levée de la grève par le départ du directeur général intérimaire de la RTNC. Freddy Mulumba brise le silence. Il ne s'explique pas
le changement brusque des revendications des employés. Il répond aux questions de Joseph Oscar Mbalkaïch. La reprise du dialogue par votre départ. Il y a quelques hypothèses qu'on peut avancer. La plupart des gens qui ont travaillé avec l'ancienne administration ne sont pas prêts à abandonner leurs privilèges. C'est eux qui touchaient l'argent, qui faisaient n'importe quoi ici. Ils ont peur de l'ordre. Ça, c'est un. Deuxième hypothèse qu'on peut aussi avancer est que beaucoup de gens ont des ambitions. Voilà pourquoi, quand ils ont entendu qu'on est en train de nommer des DG et autres, ils ont instrumentalisé les journalistes. Parce que dès le départ, ce n'était pas le départ du DG. Les revendications étaient normales. Pourquoi les syndicalistes et les autres ne veulent pas parler de la gestion de l'entreprise, détournement des fonds? Je viens d'avoir un rapport. On a volé l'émetteur de 10 kW qui était en Biesa, l'émetteur radio. Pour terminer ce dossier, la direction de ressources humaines dément l'information selon laquelle Mme Francine Mouyumba serait agent à la RTNC. Cette information est dénuée de tout fondement. Mme Francine Mouyumba n'apparaît pas sur la liste des agents de la RTNC. Ce communiqué est signé par le directeur des ressources humaines, Landou Paka. Jean-Pierre Liaou s'en va en guerre contre des recrutements sauvages dans l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, hausse le ton. Il est à Lubumbashi. Nadine Kilocho, Joseph Oscar Mbal. Avec les différents chefs de division de l'administration publique du Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a haussé le ton sur les recrutements qu'il qualifie de sauvages des agents et cadres au sein de l'administration publique. Jean-Pierre Liaou s'insurge contre cette pratique en vogue, celle de distribuer des numéros matricules comme des cacahuètes sans tenir compte des procédures en la matière. Des instructions claires et précises ont été données aux chefs de division pour redorer l'image ternie de l'administration publique congolaise telle que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu avant, Jean-Pierre Liaou a présenté ses civilités au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Nous avions voulu évaluer le fonctionnement de la caisse ici à Lubumbashi, dans le but de pouvoir fluidifier le processus de mise à la retraite des agents publics. Notre administration aujourd'hui connaît une situation de bouchon que nous avons voulu rajeunir, la rajeunir sans retraiter. C'était avant de signer dans les livres de condoléances ouverts à la suite de la disparition de Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, président du conseil d'administration de la SNCC. En octobre prochain, un nouveau cadre de coopération entre la RDC et l'Allemagne va être mis en place. Pour l'heure, des investisseurs allemands discutent avec la partie congolaise sur les domaines d'intérêt. Peggy Mukunda, Tony Djuma. L'Allemagne reste disposée à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans le cadre de son développement intégré, plus précisément à l'est du pays. Une forte délégation de la coopération allemande l'a fait savoir au ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, au cours d'une séance de travail. Il était ainsi question pour ses partenaires allemands d'avoir des éclaircissements sur des questions spécifiques et sectorielles avant la signature de quelques accords. Ils ont des projets de 214 millions d'euros. Et ils demandent notre accompagnement en tant que ministère du Plan en ce qui concerne les facilités administratives. Il était aussi question qu'on leur donne nos priorités, les priorités de l'État congolais, notamment ce qui touche l'agriculture, ce qui touche l'éducation. Et ils nous ont promis de vouloir nous accompagner et ils en ont profité pour nous dire qu'en octobre, nous devons nous retrouver peut-être chez eux pour mettre en place un nouveau cadre de coopération. La délégation allemande s'est dit satisfaite des échanges avec les ministres d'État en charge du plan afin de consolider la coopération entre les deux pays, a indiqué Simon Koppers, chef de la délégation.
Annoncer l'aide du gouvernement aux victimes de la pollution des rivières Chikapa et Kasai est arrivé sur place pour soulager ces victimes justement. C'est à propos de cela que le ministre des Affaires sociales est arrivé à Chikapa. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, vient d'atterrir à Chikapa. Il apporte de l'aide humanitaire du gouvernement central aux sinistrés de la pollution des eaux de la rivière Kasai. Il a été chaleureusement accueilli par les autorités provinciales et les partis politiques. En attendant la distribution du lot aux victimes, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires s'est rendu à la rivière Kasai pour en observer l'état. C'est une mission qui lui permet en même temps de faire un état des lieux de son secteur qui nécessite une prise en charge holistique. L'engagement du gouvernement de la République est sans faille et la mobilisation est maximale pour apporter de l'aide aux populations en détresse. Seuls 117 établissements pénitentiaires sont opérationnels sur les 218 que compte le pays. Étude présentée à la commission de loi. 4 avant-projets des réformes ont été adoptés par ce cadre technique gouvernemental de travail. Emmanuela Commissaire Betty Amani. Des réformes profondes sont annoncées dans le secteur de la justice après la présentation de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux au régime pénitentiaire, de l'avant-projet de loi portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire, du projet de décret portant régime pénitentiaire et celui portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'administration pénitentiaire. La commission des lois présidée par la ministre d'État à la justice vient d'adopter ces 4 textes. Occasion pour Rose Mutombo de saluer l'accompagnement des partenaires. Je vous assure de ma parfaite collaboration pour que ce projet qui a commencé puisse être opérationnel pendant mon mandat. Je vais présenter les différents textes au Conseil des ministres pour que cela soit adopté. Le rapporteur Kizir Eden est revenu sur la mission du groupe technique, celle d'élaborer des projets relatifs à la réhabilitation ou à la reconstruction de prisons et de réviser tous les textes qui régissent l'administration pénitentiaire. Sur 218 établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo, seuls 117 sont opérationnels, 21 prisons sont à reconstruire, un modèle type de prison est en élaboration. Ce groupe de travail a prévu une réduction sensible de la subvention allouée à certains établissements que d'autres pour rééquilibrer. Il est possible de ne plus dépendre de l'importation du riz en 2024. La RDC et la Thaïlande vont travailler sur l'analyse des terres. Des échanges ont amorcé à distance. Marthe Mangaza Kalala. Conscient de l'importance stratégique de l'autosuffisance alimentaire, des Rising Sans, firme thaïlandaise de production de riz, s'est fixé comme objectif ambitieux d'amener la RDC à ne plus dépendre du riz importé à l'horizon 2024. C'est ainsi qu'une analyse approfondie des terrains sera faite par les ingénieurs agronomes thaïlandais et congolais afin d'identifier les zones agricoles en fonction de leur potentiel et de leur faciliter l'exploitation. Au cours de cette visioconférence, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, les a rassurés de la disponibilité des concessions qui pourront être mises à leur disposition dans le cadre d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Voir les lieux où on peut planter le riz, quelles sont les concessions que nous avons, on peut les visiter ensemble et qu'ensuite vous décidez de commencer le travail. Cette firme thaïlandaise va également définir les calendriers des activités agricoles par zone sur la base des relevés climatiques et des études de terrain afin de viser 2 récoltes annuelles. Sur ce, un programme de réfection des routes des dessertes agricoles dans des zones concernées a été pris en compte. Des Rising Sands va se lancer également à la production d'huile de palme et de la canne à sucre. Le gouvernement chinois est contre tous ses compatriotes exploitants miniers exerçant en toute illégalité en République démocratique du Congo. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit à la ministre des Mines au cours d'une séance de travail, Paulette Lomba. La ronde de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, dans l'est du pays, porte déjà ses fruits.
C'est le sens de l'audience qu'elle a accordée ce vendredi 27 août 2021 à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhong Jing. L'amélioration de la coopération dans le secteur de mines entre la Chine et la RDC était au centre des échanges entre les deux personnalités. Le gouvernement chinois s'engage à travers sa mission diplomatique à lutter contre l'exploitation illicite de minerais en partenariat avec la RDC. La coopération entre la Chine et la RDC dans le secteur minier, c'est très important parce que c'est à la fois le pilier du partenariat stratégique sino-congolais et c'est aussi un secteur qui reflète bien le caractère gagnant-gagnant de nos relations bilatérales. Donc, vu cette importance, je suis venu voir Madame la Ministre pour discuter ensemble comment on pourrait renforcer davantage ce partenariat dans le secteur minier pour que notre coopération bénéficie davantage à l'économie congolaise et aussi à l'amélioration du bien-être social de la population. À en croire Zhong Jing, la position de son gouvernement est claire sur les investisseurs chinois œuvrant dans l'exploitation illicite de minerais en RDC. Beijing les appelle à se conformer aux lois qui régissent ces secteurs. Vers le désenclavement de la Mongala, la ville de Lissala sera bientôt dotée d'une aérogare moderne. La durée est de 24 mois. La pose de la première pierre a eu lieu. Cette infrastructure sera réalisée avec l'aide d'une structure sud-africaine. Nicole Seseploka. Cet ouvrage d'une importance capitale sera construit par la société 4 Project Africa sur financement d'une part du gouvernement provincial et d'autre part des fonds d'investissement alloués par le gouvernement central. La délégation de cette société en compagnie des partenaires sud-africains a séjourné à Lissala avant le lancement des travaux. Cette délégation a échangé avec le gouverneur de province Serge Mungoulou. Le directeur général des 4 projets, Germain Kodjo, a relevé les différents projets que son entreprise va réaliser dans la Mongala. Nous avons recueilli de l'autorité ce qui est comme sa vision et la vision du chef de l'État. Et nous avons 24 mois pour la construction d'un aérogare et le bétonnage de 3 km, l'avenir l'aérodrome. Pour la route, il y a Akula-Lissala, 190 km. Cela va nous prendre 3 ans. Lors de cette cérémonie qui a connu la présence des députés et ministres provinciaux ainsi que la population, Serge Mungoulou a invité les filles et fils de la Mongala à l'unité pour la réussite de ces projets. Je demanderai à la population mongalaise, comme toujours, à implorer la grâce du Très-Haut. Nous allons bénéficier de ces cadeaux chers à la vision du chef de l'État. On reste en province. Vous avez été élève du collège présidentiel de Gbado. Cette information va vous intéresser. Cette école réalisée par feu Maréchal Mobutu, tombée en ruine, vient d'être complètement réhabilitée. Une réalisation de la Fondation Ouidal. C'est une brève cérémonie symbolique qui a eu lieu ce dimanche 30 août 2021 à Guadolité dans le nord Ubangui. Élèves, parents, corps enseignants ont assisté à la remise officielle du collège et du lycée présidentiel de Guadolité après rénovation financée entièrement par la Fondation Ouidal. Sa présidente, Madame Deborah Luando, a inauguré les bâtiments en présence, entre autres, du fondateur de Ouidal et des Monseigneurs Mbulamatari, représentants de la coordination des écoles conventionnées catholiques. Il a profité de l'occasion pour dire la gratitude de la population et de tous les bénéficiaires à l'endroit de la Fondation Ouidal. Au regard de la valeur historique de cette œuvre, les anciens élèves du collège présidentiel de Guadolité ont donné de la voix. Puisque vous savez que le collège, là où nous avons étudié, c'était l'œuvre du maréchal Mobutu. Et après son départ, cette école était laissée pour compte. C'était un sentiment de satisfaction pour nous, les anciens du collège, dans la mesure où nous avons commencé le plaidoyer depuis longtemps. Aujourd'hui, il réhabilite le collège et le collège a recouvré sa belle robe d'antan. Pour la patronne de la Fondation Ouidal, Madame Deborah Luando, cette œuvre s'inscrit dans le cadre d'un hommage que mérite le maréchal Mobutu. Pour ce faire,
Elle a inauguré un buste du maréchal pour permettre aux générations actuelles de mieux comprendre la valeur de celui qui a servi la nation congolaise. Je l'ai dit en ouverture de ce journal, la RDC signe son grand retour dans l'Union postale universelle, décision prise par les congressistes qui se sont réunis à Abidjan dans le cadre des travaux du 24e congrès. C'est une victoire sans précédent que la République démocratique du Congo vient de gagner sur le plan international. Son retour au sein de l'Union postale universelle, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussété, a conduit la délégation de la République démocratique du Congo au 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Didier Moussété est parvenu à obtenir un moratoire qui a permis à la RDC d'être de nouveau éligible et de participer désormais au vote. Le numéro 1 de la SCPT, Didier Moussété, parle de la participation et du rôle de la RDC à ces assises d'Abidjan. Tous les congressistes ont pu apporter leur pierre dans la construction de la nouvelle poste internationale qui sera de plus en plus digitalisée et de plus en plus dans le e-commerce. On peut dématérialiser beaucoup de choses, mais vos colis que vous achetez en ligne, il va falloir que quelqu'un puisse les ramener jusqu'à chez vous. Et c'est là où la Poste garde toujours sa présence. Ça a donné encore plus d'opportunités au niveau des postes au niveau mondial pour arriver à développer de nouvelles offres basées sur la digitalisation et e-commerce pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Pour rappel, c'est la première fois depuis 20 ans que la RDC participe au congrès de l'Union postale universelle avec droit de vote. Lutte contre les antivaleurs. Dans la capitale, les motards ont été ciblés pour une sensibilisation sur le respect du code de la route pour prévenir les accidents de circulation. Une sensibilisation réalisée par une structure dénommée les Amis de Fachi, Alain Bikaï. Ces actions de sensibilisation sur les terrains des Amis des Fachi de la diaspora s'inscrivent dans le cadre de la prévention des accidents sur les routes de la ville de Kinshasa et les changements de mentalité. Le motard œuvrant sur l'axe de l'avenue Commerce et Kassavubu et certains carrefours de la ville, province Kinshasa, ont été sensibilisés sur la sécurité routière et l'importance du port des gilets d'identification individuelle pendant la nuit sur la chaussée. Selon Jeannot Kabouya, président de cette structure de soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup d'accidents sont provoqués par l'ignorance du code de la route. Le port du gilet jaune, ça permet en tout cas d'être plus visible des automobilistes. Et donc nous sensibilisons aujourd'hui pour le port du gilet. Il est important que nos motards puissent être sécurisés quand ils sont en train de conduire leur moto. Et aujourd'hui, nous faisons cette action pour soutenir le chef de l'État dans sa vision pour un changement de mentalité. D'ailleurs, le changement de mentalité est notre leitmotiv et c'est notre cheval de bataille. Mais nous avons opté pour soutenir le président de la République parce qu'il est seul. Seul, il ne peut rien. Mais avec nous, comme son peuple, il fait tout. Ce membre de la structure des Amis de Fachi de la diaspora compte mener plusieurs actions humanitaires dans les domaines divers de la vie nationale. Et puis, ces nominations au sein du parti Lumumba unifié, le secrétaire général chef du parti vient de nommer les membres du comité exécutif et nommer secrétaire permanent et porte-parole du parti. Camarade Célestin Ngoma est nommé secrétaire permanent adjoint en charge des questions administratives et financières. Camarade Anissé Nifia, secrétaire permanent adjoint en charge des questions économiques et de la Comasol. Bernard Ditoutala, secrétaire permanent adjoint en charge des questions sociales et culturelles. Jeannette Kavira, article 2, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. C'est signé Godefroy Mayobo le 1er septembre 2021. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. C'est demain le grand jour. Les léopards sont arrivés à Lubumbashi. Le dernier entraînement a eu lieu aujourd'hui. Donc demain 14h, heure de Kinshasa, notre 11 national va affronter la sélection nationale de la Tanzanie pour le compte des éliminatoires Qatar 2022. Le Premier ministre les a encouragés avant que nos représentants quittent la capitale.
La RDC signe son entrée dans l'Union postale universelle, décision des congressistes qui se sont réunis à Abidjan dans le cadre des travaux du 24e congrès. Le banc syndical conditionne la levée de la grève par le départ du directeur général intérimaire de la RTNC. Vous avez suivi Freddy Molumba qui s'est exprimé. Ce dernier ne s'explique pas le changement brusque, ce qu'il qualifie de changement brusque dans le cahier des charges des revendications des employés. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale à 23h. Getty Omatuku pour le journal. Bonsoir.